Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu Paquette. Je suis moniteur en conditionnement physique à la garnison Valcartier. Donc, je vous présente un atelier sur l'entraînement et la planification de séances. Aujourd'hui, la partie 1 sera sur la course à pied. Puis, dans quelques semaines, ce sera sur la musculation. Donc, tous ces ateliers-là se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Donc, notre chaîne YouTube est celle de Service de bien-être et morale des Forces armées canadiennes. Donc, je vous invite à aller vous y abonner. Donc, on retrouve tous les ateliers qu'on a fait depuis le début du confinement, puis il y en a d'autres évidemment qui s'en viennent. Puis, vous pourrez trouver des entraînements. On en fait 3 à chaque semaine, donc 3 de styles différents. Donc, des entraînements à faire à la maison, donc avec ou sans matériel. Donc, ça peut être très pratique pour continuer vous entraîner à travers le confinement. Donc, si on passe à travers les points de la présentation d'aujourd'hui, donc on va voir les objectifs, donc les choses que je veux que vous ayez acquis suite à ma présentation. On va voir quelques définitions. On va passer à travers les déterminants de la performance, en tout cas certains un peu plus en détail. Je vais vous montrer comment bâtir et périodiser vos séances d'entraînement, puis comment bien gérer vos séances de course à pied, que ce soit en groupe avec votre peloton, votre compagnie ou quoi que ce soit, de faire ça de manière la plus intelligente possible. Alors, ce que je m'attends suite à cet atelier, c'est que vous ayez amélioré vos connaissances sur les déterminants de la performance, que vous ayez appris quelques principes de base sur la biomécanique de course. Je ne rentrerai pas en détail sur tout, mais quand même, les éléments facilement modifiables vont y être. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à vous inscrire éventuellement à notre clinique de biomécanique de course. Donc, c'est beaucoup plus individualisé. On vous regarde courir. On vous donne quelques points techniques peut-être à améliorer. Donc, ça peut être intéressant éventuellement. Par la suite, être en mesure de bâtir une séance ou une planification d'entraînement cardiovasculaire selon vos capacités et vos objectifs. Puis, comprendre l'importance de l'échauffement et être en mesure de bien diriger une séance de course à pied. Donc, vraiment, diriger la séance de course à pied de A à Z. Donc, commencer par les explications, par la suite l'échauffement, gérer je vais vous donner des petits trucs, comment gérer votre groupe, puis, évidemment, le cool-down à la fin de la séance. Donc, si on commence avec une première définition, donc l'entraînement cardiovasculaire, ce que c'est l'entraînement qui vise l'amélioration de votre système aérobie lors des efforts prolongés à intensité modérée. Pourquoi s'entraîner en endurance cardiovasculaire? Bien évidemment, c'est l'amélioration de la qualité de vie. On peut y aller un peu plus dans des optiques de performance. Évidemment, vous savez que ça diminue les risques de maladie. Ça procure un bien-être physique et mental et ça l'aide également à la récupération. Après ça, c'est important de définir c'est quoi les principes d'entraînement, puisqu'on va en parler beaucoup pendant la présentation, ainsi que dans la prochaine présentation sur la musculation. Donc, tout d'abord, la surcharge d'entraînement, c'est quoi? C'est l'intensité, la durée ou la fréquence d'entraînement qui doit présenter un challenge suffisant à la personne pour l'obliger à produire un effort puis créer des adaptations. Donc, c'est jouer avec ces paramètres-là pour créer un stimuli, pour éventuellement créer l'amélioration. Par la suite, le second, l'individualité. Donc, il faut savoir que chacun des individus réagit différemment à un entraînement. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui peut nécessiter un petit peu plus de récupération qu'une autre. Donc, l'entraînement doit être adapté aux capacités de la personne également. Donc, chaque individu est différent. La spécificité, il faut savoir que l'adaptation du corps à une activité physique est spécifique à cette activité-là. Okay? Donc, si, par exemple, je fais un lien avec l'échauffement, ben, si j'ai un entraînement haut du corps, ben, je vais y aller avec un échauffement haut du corps. Il faut que ce soit spécifique. Si j'ai un objectif d'entraînement de marathon, ben, je ne ferai pas que de la musculation. Je vais y aller avec un peu plus de volume de course. Donc, c'est vraiment la spécificité. Réversibilité, malheureusement, un arrêt de l'entraînement, ça engendre qu'il y a un désentraînement qui se fait. Donc, il y a certains acquis qui peuvent se perdre. Donc, on prend nos adaptations. Donc, ça a été prouvé que des sujets très entraînés, que seulement après 2 semaines, il y a malheureusement des pertes des acquis. Donc, si on cesse de s'entraîner, on perd nos acquis.
La progression, je pense que c'est celui-là qu'on va parler le plus. Donc, il faut savoir que le stress qui est induit, fait que la surcharge qu'on a parlé tantôt, doit être introduit dans l'entraînement de manière progressive, évidemment. Donc, on augmente tranquillement le volume, on augmente tranquillement l'intensité, on joue avec ces paramètres-là, que ce soit intelligent, progressif, question d'éviter les blessures, puis et ou le surentraînement. Et pour terminer, la récupération, donc souvent qui est très négligée. Donc, c'est un processus qui est important suite à la création de la surcharge. Question de créer des adaptations, puis pas éventuellement pogner un crash, tomber en surentraînement, puis finalement régresser dans notre entraînement. Donc, très, très, très important, la récupération. Les déterminants de la performance, donc, il faut savoir qu'il y en a 3. Donc, d'abord, le plus important, qui est l'entraînement en soi. Donc, c'est celui qu'on va porter beaucoup plus attention dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va parler des filières énergétiques, définir le VO2 max, on va définir l'endurance aérobie et parler de la capacité anaérobie. Pour qu'est-ce qui est des deux autres, donc, il y a la nutrition qui vient avec ça, l'habitude de consommation, qu'est-ce qu'on mange avant, pendant et après l'effort, puis tout ce qui est aide ergogénique, donc les suppléments qui peuvent être ajoutés à notre alimentation pour performer davantage. Et évidemment, la récupération, qui est le principe d'entraînement qu'on a parlé un petit peu, on va en parler, on va parler surtout du cool-down, mais j'élaborerai pas beaucoup là-dessus. Donc, voilà la gang de Promo Santé de Valcartier qui peut vous aider par rapport à la nutrition. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc, pour qu'est-ce qui est de l'entraînement cardiovasculaire, les 3 aspects que l'on peut entraîner, donc, tout d'abord, on a la vitesse / puissance aérobie maximale pour l'acronyme VAM ou PAM. Donc, dans ça, il y a 2 choses. Donc, le VO2 max qu'on va définir dans la diapo suivante, puis l'efficacité technique. Donc, dans la prochaine diapo, je vais vous parler de quelques points de biomécanique de course. Donc, ça rentre sur nos performances au niveau de la VAM. Par la suite, on va définir les 2 paramètres de l'endurance aérobie, donc l'endurance de base et l'endurance aérobie limite. Puis, même chose pour la capacité anaérobie, que ce soit alactique ou lactique. Donc, la vitesse puissance aérobie maximale, donc VAM-PAM, bien important de savoir que c'est le plus important parmi ceux-là que je vous ai montré dans la diapo précédente. Donc, il explique plus de 96% des performances dans les épreuves d'une dizaine de minutes et 72% dans les épreuves de plus de 2 heures. Okay? Augmenter d'une unité son VO2 max permet de gagner 1 à plusieurs minutes, dépendant de la distance, évidemment. Donc, si on définit ce qu'est le VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène que peut utiliser l'organisme lors d'un effort. Plus ton VO2 max est élevé, plus tu disposes d'énergie aérobie à chaque seconde d'effort. Donc, comment tu fais pour déterminer ton VO2 max? Donc, évidemment, il y a en laboratoire, ce qui est un petit peu plus complexe puis coûteux, mais il y a des tests progressifs puis des tests continus qui peuvent être faits tout simplement à la maison pour trouver la valeur de votre vitesse aérobie maximale. Donc, test progressif et continu pour la PAM, là, on parle un peu plus, par exemple, sur vélo ou sur machine à ramer. Mais puisqu'ici, on parle d'un test de course à pied, ce serait le test continu maximal pour la VAM qui serait à faire. Donc, je vous invite à vous référer à votre PSP pour soit effectuer le test ou pour vous expliquer les résultats, mais j'explique quand même brièvement dans les diapos qui suivent. Donc, bien important de bien s'échauffer avant tout, d'être prêt mentalement à faire l'effort puisque c'est quand même un test maximal. Donc, sachez qu'après 4 à 6 semaines d'entraînement, tout dépendant du type de coureur que vous êtes, donc il peut quand même avoir une amélioration au niveau de votre VAM qui va être fait si votre programme est adéquat et qui fonctionne. Donc, un coureur performant peut aller chercher entre 0.25 et 0.5 km/h dans sa VAM. Coureur sportif, 0.5 et 1, puis un coureur récréatif quand même assez élevé de 0.75 à 1.5. L'important, c'est d'être patient. Les résultats vont venir, mais ça peut être un petit peu plus long pour certains. Le test à faire pour déterminer son VO2 max est le test de 5 minutes. Donc, faire le maximum de distance dans le 5 minutes sur une piste de 200 mètres ou dans un sentier balisé, par exemple le sentier nature à Valcartier.
Donc, avec la distance, ça va vous permettre de trouver votre VAM, si on se fie au tableau qui est juste sur la diapo ici, puis finalement de trouver votre VO2 max estimé. Pourquoi 5 minutes? En fait, c'est qu'en théorie, vous êtes capable de maintenir durant 5 à 6 minutes le 100% de votre vitesse aérobie maximale. Donc, c'est ce que le tableau ici présent vous démontre. Donc, lorsque votre test est complété, je vous invite à aller voir un PSP de votre garnison qui aura probablement accès à une charte comme ici. Donc, cette charte-là permet de savoir pour une intensité X quel timing vous devez avoir pour une certaine distance. Donc, que ce soit vous ou nous qui vous prescrivez, par exemple, un entraînement à 85%, ben, vous allez savoir avec cette charte-là que pour, par exemple, 1000 mètres, vous devez faire un timing de 4 minutes 24 pour être à votre intensité de 85%. Donc, je sais que cet atelier-là va servir à ce que vous soyez un petit peu plus autonome dans votre création de séances ou de planification d'entraînement, mais je vous invite quand même à aller voir un PSP de votre garnison pour first vous donner accès peut-être à votre copie de cette charte-là, puis pour voir avec vous votre planification d'entraînement, soit que le PSP la fait au complet, ou de vous assurer que si vous la faites vous-même, que les principes d'entraînement sont respectés dans votre planification. L'autre point important pour la vitesse puissance aérobie maximale, c'est l'efficacité technique, que ce soit en pédalage au niveau du vélo ou pour la foulée au niveau de la course à pied. Il faut savoir que deux personnes qui ont la même consommation maximale d'oxygène, donc VO2 max, mais qu'une des deux personnes a une meilleure efficacité technique, bien, ça va être la personne avec cette meilleure efficacité technique-là qui va avoir une VAM un petit peu plus élevée. Okay? Donc, la personne va être moins énergivore dans son mouvement, ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure VAM. Il y a deux points qui rentrent au niveau de l'efficacité technique, donc la gestuelle du corps, puis la cadence. Dans la gestuelle, ce qu'on va parler, on va parler du mouvement des bras. Donc, c'est quoi la position des bras pour être le plus efficace possible. Même chose pour l'inclinaison du tronc et le mouvement et l'alignement de la jambe. La cadence, elle, faut savoir que c'est le nombre de pas que vous faites par minute lorsque vous courez. Donc, il y a deux choses qui rentrent là-dedans que la cadence influence, c'est le déplacement vertical puis la réception au sol. On va le voir davantage en détail tantôt, mais qu'est-ce que je veux exprimer avec ces images-là, c'est que il y a des cadences plus basses et d'autres plus rapides. Donc, imaginez que la cadence un petit peu plus basse est représentée par un carré. Donc, si vous imaginez le carré qui roule ici, donc, on peut imaginer un déplacement vertical un petit peu plus élevé, puis une réception au sol qui va être plus lourde, qui va faire un petit peu plus de bruit. Donc, on peut imaginer celle ici. Tandis que si on regarde l'hexagone, donc qui est représenté par une cadence un petit peu plus rapide, on l'imagine en train de rouler, bien, le déplacement vertical va être moins haut, puis on peut imaginer une réception au sol qui peut ressembler à celle ici. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail dans les diapos qui suivent. Alors, premier élément de la gestuelle, donc le mouvement des bras. C'est important que les coudes soient près du corps. On ne veut pas courir large, on veut courir pour être le plus efficace possible en gardant les coudes près du corps. Les paumes sont vers le centre. L'angle des bras, avant-bras, doit être environ de 90 degrés. On s'entend qu'il ne faut pas nécessairement sortir le rapporteur d'angle pour être au degré près, mais grosso modo que ça a l'air à angle droit. Puis très, très, très important, c'est que le mouvement doit partir de l'épaule. Okay? Votre balancier de bras ne doit pas partir du coude. Okay? Ce n'est pas l'avant-bras qui doit swinger, c'est vraiment le bras, donc l'axe de rotation au niveau de l'épaule. Les bras doivent être le plus à l'intérieur possible. Donc, par exemple, que vous avez une ligne médiane au centre du corps, puis que, c'est ça, vos bras balancent vers l'avant, mais il ne faut pas que vos bras viennent, l'élan de vos bras vienne dépasser cette ligne médiane-là. Il faut être le plus efficace possible. Donc, on s'entend que la course à pied, on va aller vers l'avant. Donc, une propulsion rectiligne. On ne veut pas croiser droite-gauche. Donc, si par exemple, ça vient à dépasser là, ben, c'est comme si à chaque motion de bras, vous vouliez donner un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc, perte d'énergie à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'inclinaison du corps, ce qui est important, c'est d'avoir le thinking de courir grand et détendu, d'être centré, puis tiré vers le haut, comme si on avait une ficelle au-dessus de notre tête qui nous allongeait. Donc, ça fait en sorte que ça engage les muscles posturaux qui favorisent gainage puis stabilité. On s'entend que la stabilité en course à pied, c'est très, très, très important puisqu'on passe la majorité du temps sur un pied. Donc, ça donne la posture qui suit.
Par la suite, on initie tranquillement une inclinaison vers l'avant à partir de la cheville. Donc, au moment qu'on se sent en instabilité, on dépose un pied devant l'autre. Donc, le premier pied vers l'avant, puis on initie notre patron de course comme on voit ici en bas. Un bon mouvement de la jambe est important puisqu'il y a un lien avec la réception au sol. Une bonne réception au sol va permettre de profiter au maximum du mécanisme de ressort qu'on va expliquer un peu plus loin dans les diapos. Donc là, si on check la phase d'oscillation, donc on garde le même principe de ficelle que j'ai parlé tantôt lors de l'inclinaison du tronc. Donc, il va y avoir une ficelle qui va tirer le genou vers l'avant ici, puis une autre qui va tirer légèrement le talon vers le haut, juste ici. Donc, le pied oscille dans les airs avec une combinaison de mouvements de la hanche et du genou et le ramène vers l'avant jusqu'à ce qu'il prenne contact avec le sol. Donc, probablement que ça serait une image après celle-ci. Donc, le pied tomberait environ ici. Ce qu'on veut éviter, c'est des genoux trop hauts et des talons également trop hauts, qui va provoquer, comme on voit des bonnes chances de provoquer du moins, comme on voit sur l'image ici, une réception un petit peu plus sur le talon. Ce que l'on veut au niveau de l'alignement de la jambe, c'est un alignement hanche, genou et orteil. OK? Ça va permettre une meilleure propulsion et stabilité. Ce que l'on peut voir de négatif à ce niveau-là, c'est des genoux un peu plus vers l'extérieur ou bien vers l'intérieur. Ça peut être causé par plusieurs choses, donc ça peut être congénital ou bien ça peut être relié à un déséquilibre faiblesse musculaire. Si c'est le cas, ça peut être facilement modifiable avec une prescription d'entraînement adéquate. L'autre point important au niveau de l'efficacité technique est la cadence. Donc la cadence, je vous rappelle, c'est le nombre de pas que vous faites par minute lorsque vous courez. Donc, selon de nombreuses études, avoir une cadence d'environ 180 pas par minute provoque plusieurs avantages cinétiques et mécaniques. Donc, d'abord, on a le déplacement vertical. Donc, le déplacement vertical, ça a un impact sur la réception au sol, puis l'impact généré sur les articulations. Donc, chez un débutant, une technique de course à travailler peut aller jusqu'à 15 cm de déplacement vertical, ce qui représente le triple de la hauteur optimale pour un déplacement efficace. Donc, sur une longue distance, un 15 cm à chaque fois, ça fait beaucoup de déplacement vertical. Donc, comme j'ai mentionné, le dommage des impacts engendrés sur les articulations, ça fait beaucoup de dégâts. Par la suite, une cadence de 180 pas par minute, ça fait en sorte que le temps de contact au sol diminue. Donc, économie de temps à ce niveau-là. Ça fait en sorte également que ça diminue le travail musculaire et diminue la force d'impact. Donc, beaucoup moins exigeant de parcourir la distance lorsque vous avez une cadence dans les environs de 180 pas par minute. Donc, comme on voit ici, plus ou moins 10. À noter que enlever les chaussures permet une augmentation moyenne de 10 pas par minute parce qu'il y a l'effet du coussinage des chaussures qui rentre en jeu. Donc, une chaussure un petit peu plus coussinée va faire en sorte que, veut pas, vous allez attaquer davantage de talons. Mais si vous enlevez votre chaussure, votre corps va vouloir vous protéger justement à ne pas atterrir sur le talon. Donc, vous avez une réception un petit peu plus mi-pied. Donc, ça se fait tout simplement naturellement. Pour la réception au sol, on va passer à travers les 3 réceptions différentes, puis voir les pour et contre de celle-ci. Donc, la première, réception au devant du pied. Il faut savoir que ça augmente le travail musculaire au niveau des fléchisseurs panthères. Donc, on parle ici, par exemple, du mollet. Souvent, on va entendre les gens sont sortis faire une sortie de course, puis j'ai les mollets hyper raqués, sans nécessairement qu'ils aient mis de la vitesse. Ben, c'est souvent ce type de personnes-là qui courent au devant du pied. Donc, augmentation du risque de blessure pour les coureurs d'endurance, donc un peu en lien avec l'exemple que je viens de donner, donc hyper-sollicitation des muscles des fléchisseurs plantaires. Par contre, qu'est-ce qui est positif, c'est que ça augmente la propulsion privilégiée par les sprinteurs. Aujourd'hui, on parle davantage d'une course normale, on ne parle pas nécessairement de sprint, mais sachez que c'est avantageux pour la propulsion pour les sprinteurs. De l'autre côté, si on y va à l'inverse, donc une réception sur le talon, donc on peut imaginer que ça augmente le freinage, puis ça augmente le temps de contact au sol. Donc, imaginez-vous à courir, le genou bien tendu, donc atterrir au sol, on s'entend qu'on freine un tout petit peu. Le temps de contact au sol est très, très long puisque le talon atterrit. Par la suite, c'est le milieu du pied qui embarque et finalement les orteils. On s'entend que c'est quelques millièmes de seconde, mais sur une longue distance, ça peut paraître beaucoup.
La force d'impact dont je n'ai parlé, atterrir le genou en extension. Donc, la pointe du talon fait en sorte que, c'est ça, c'est la jambe qui est en extension. Donc, augmente la force d'impact ainsi que le travail musculaire. Le déplacement vertical, tantôt, on en a parlé beaucoup, qu'est-ce que ça pouvait faire. Puis, diminution du retour élastique, de la stabilité et de la cadence. Donc, c'est un peu le mécanisme de ressort que je vous avais parlé. Souvent, les gens qui atterrissent sur le talon ont des problèmes de genoux au début, puis finalement, ça peut se développer à la hanche et monter jusqu'à la colonne vertébrale. Donc, il y a une super sollicitation du quadriceps qui se crée. Ça fait une irritation au niveau des attaches musculaires. Donc, ça peut entraîner énormément de courbatures au niveau des quadriceps. Les gens qui ont mal aux genoux, regardez votre attaque, votre réception au sol. Il se peut que ce soit dû à une réception au niveau du talon. En théorie, la réception idéale est la réception mi-pied. OK? Donc, sous le centre de gravité, ça diminue le temps de contact au sol. Donc, souvent, c'est des gens qui ont une cadence un petit peu plus rapide. Donc, on parle du 180 pas par minute, plus ou moins 10. Diminue le déplacement vertical qu'on a parlé tout à l'heure, puis diminue le travail musculaire inutile. Ça favorise la force au niveau de l'articulation du pied, de la cheville et du genou. Puis, ça permet l'utilisation du mécanisme de ressort que je vais détailler dans la diapo qui suit. Si la réception mi-pied est quelque chose que vous n'avez pas, deux choses à quoi vous pouvez penser. Donc, c'est lors de vos réceptions au sol, essayez de faire le moins de bruit possible. Okay? Juste avoir ce thinking-là va faire en sorte que ça va changer votre attaque au sol. L'autre chose, c'est si vous avez un déplacement vertical vraiment élevé, essayez de vous imaginer que vous êtes dans un tunnel où le plafond est environ à 5 cm de votre tête. Donc, oui, courir grand est étendu, comme on a expliqué tantôt, par rapport à l'inclinaison du tronc, mais quand même pensez que vous avez un plafond à environ 5 cm de la tête au-dessus de vous, qui va éviter, ça va vous mettre un autre thinking afin d'éviter d'accentuer votre déplacement vertical. Le fameux mécanisme naturel de ressort que je parle depuis tantôt, comment ça fonctionne? C'est que lors de la réception au sol, ça entraîne un réflexe d'étirement qui fait en sorte que le muscle se contracte ensuite involontairement. Le muscle étiré a tendance à revenir naturellement à sa longueur initiale comme un ressort. Fait ici, on voit que lors de la réception, il y a le fascia plantaire qui s'étire, le tendon d'Achille ainsi que le triceps sural, communément appelé le mollet, puis le quad. Tandis que le psoas, lui, il se contracte. Lors de la phase de propulsion, avec l'effet de mécanisme de ressort, l'effet réflexe d'étirement fait en sorte que le fascia plantaire se raccourcit, le mollet, tendon d'Achille, le quad, pour profiter de l'accumulation d'énergie et la propulsion vers l'avant. Donc, pour avoir les effets bénéfiques de ce mécanisme-là, très important d'avoir l'appui, la réception au sol de mes pieds. Je vous présente un petit vidéo sur les patrons de course. Donc, c'est un petit vidéo humoristique. Là. C'est sûr et certain qu'il y a certains patrons moteurs qui sont exagérés, mais fort probablement que vous allez être capable de reconnaître certaines personnes que vous connaissez ou encore vous-même. Pour conclure, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce nécessaire de changer ma biomécanique de course? La réponse est oui si vous avez des blessures récurrentes qui reviennent à cause de ça ou bien que vous désirez augmenter votre performance.
Pour ce qui est des blessures, il faut savoir que la majorité des blessures ne viennent pas d'une mauvaise biomécanique, mais bien d'une mauvaise progression, une trop grande surcharge, puis pas assez de récupération. Puis pour ce qui est de la performance, il faut se rappeler que une bonne biomécanique de course peut avoir des effets bénéfiques sur la mécanique, sur l'économie de mouvement. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas gagner nécessairement une demi-heure sur votre marathon, par exemple, mais ça peut avoir quand même un effet bénéfique. Si vous décidez de changer votre technique, très, très, très important d'y aller progressivement, un point technique à la fois. Donc, comme par exemple, ce que vous pouvez faire, intégrer, par exemple, le mouvement des bras tranquillement seulement dans vos échauffements. Et un coup que votre entraînement est commencé, vous focussez que sur votre entraînement. Donc, plus vous allez faire d'entraînement, plus ça va venir dans votre tête, plus ça va devenir un automatisme. Il faut savoir que les changements involontaires sont plus faciles que les changements volontaires. Quand je parle de changement volontaire, c'est avoir tout le temps à focuser sur un point technique en particulier, tandis que les changements involontaires, c'est ceux qui se font tout seuls. J'ai parlé tout à l'heure de l'impact du changement de chaussure par rapport à la cadence. Donc, si tel est le cas, que c'est la cadence qui cause problème, ben peut-être aller voir un spécialiste de la chaussure qui puisse discuter ça avec vous pour régler le problème. Donc, si vous voulez évaluer votre cadence, c'est tout simplement de compter le nombre de pas par minute que vous faites. Vous pouvez l'extrapoler sur moins de temps, question que ce soit plus facile à calculer. Ou vous pouvez essayer aussi de courir avec un métronome. Ça pourrait être une autre alternative. Donc, regardez ces avenues-là, allez voir un spécialiste de la chaussure, voir si c'est conseillé pour vous. Puis, si vous venez à changer de chaussure, c'est toujours le même principe. Principe de progression. Pas faire le millage que vous faisiez avec vos anciennes chaussures. Question de ne pas créer, par exemple, de fasciite plantaire. Donc, exemple de protocole de progression, que ce soit au niveau de chaussures ou surtout au niveau de chaussures pour qui est dans le sujet présentement. Donc, 10% du volume la semaine 1, augmenter d'un autre 10% la semaine 2, semaine 3, etc. Donc, comme un peu j'ai parlé tantôt par rapport à la progression des points techniques. Donc, peut-être commencer à faire votre échauffement avec votre nouvelle paire de chaussures, puis par la suite, faire éventuellement vos entraînements. Si on revient dans nos paramètres entraînables au niveau de l'entraînement cardiovasculaire, donc le deuxième point était l'endurance aérobie. Donc, la filière aérobie, qui signifie avec de l'oxygène, peut fournir une quantité pratiquement infinie d'énergie. Donc, la majeure partie de l'énergie que l'on dépense au cours de notre vie. Donc, dans l'endurance aérobie, il y a l'endurance de base, qui est très, très, très important pour les épreuves de longue durée. Donc, oui, c'est important d'avoir une bonne VAM, mais aussi c'est important d'être capable de maintenir un effort soutenu sur une période prolongée. Donc, d'où l'endurance de base. Puis, il y a l'endurance aérobie limite. Donc, c'est la fin de l'endurance de base. C'est le seuil à partir duquel le corps va devoir s'employer plus intensément pour fournir l'énergie qu'une seule avancée. Donc, plus cette limite-là est loin, plus on est performant. Puis, le dernier déterminant de la performance est la capacité anaérobie, donc sans oxygène. Donc, il y a l'anaérobie lactique et anaérobie alactique. Donc, l'anaérobie lactique est en présence d'acide lactique, donc les capacités de puissance allant jusqu'à 60 secondes, mais une capacité allant jusqu'à 2 minutes. Pour ce qui est de l'anaérobie alactique, donc capacité de puissance maximum entre 0 et 10 secondes, mais a une capacité allant jusqu'à 20 secondes. Donc, dans les sports d'endurance, sont souvent négligés, mais c'est quand même important de faire des séances de capacité anaérobie, puisque ça fait les différences dans les moments importants d'une compétition. On parle, par exemple, des sprints de la fin, des sprints finaux, pardon. Puis, autre point, c'est qu'à un moment donné, le VO2 max puis l'endurance, ça atteint un certain plateau. Des études récentes ont démontré que le développement de la capacité anaérobie améliore en même temps le VO2 max et l'endurance, et ce, très rapidement. Puis, finalement, l'entraînement capacité anaérobie comporte des fractions d'effort suffisamment intenses pour susciter la contraction des fibres musculaires à contraction rapide, ce qui permet, dans le fond, de diminuer la fonte musculaire avec le vieillissement. Donc, si on lâche un petit peu la théorie puis qu'on embarque dans un petit peu plus concret, on va y aller avec bâtir et périodiser ces séances d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette section-là? C'est déterminer ses objectifs,
Après ça, on va voir les intensités à travailler. Donc, ça va être quoi les facteurs de performance à développer, puis est-ce que c'est important de diversifier ces intensités d'entraînement. Puis, par la suite, le troisième point, on va reparler un petit peu des principes d'entraînement, puis voir comment périodiser ces séances. Alors, la première chose à checker pour bâtir et périodiser ces séances, c'est bien évidemment l'objectif. Donc, le pourquoi qu'on s'entraîne. Est-ce que c'est pour le parcours de franchissement d'obstacles? Est-ce que c'est pour le Iceman, la marche norvégienne ou toute autre compétition civile? Parce que l'objectif, qu'il soit à court ou long terme, ça va déterminer le volume et l'intensité des entraînements. Là, on parle de spécificité, que ce soit en lien avec l'épreuve. Faut que ce soit des objectifs réalistes. Là, on parle de surtout quelque chose d'atteignable puis réaliste dans le temps. Si, par exemple, vous voulez courir un marathon puis que vous n'avez jamais couru plus qu'un 5 km puis que le marathon est dans 2 mois, ben c'est peut-être pas réaliste ni atteignable. Donc, si ces deux paramètres-là sont respectés, ben faut travailler d'arrache-pied dans les entraînements, mais sans se pousser au-delà de ses limites non plus. Oui, il faut créer une surcharge, créer des adaptations, mais il ne faut pas aller jusqu'à s'écœurer non plus. Il ne faut jamais non plus remettre son objectif en question ou l'ambition que vous vous êtes donnée, même si parfois c'est pas difficile. Donc, jamais lâcher son but. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est à quelle intensité je dois faire mes entraînements. Donc, il faut déterminer le facteur de performance à développer, soit l'endurance, la VAM ou la capacité anaérobie. Donc, d'être spécifique à l'épreuve que l'on va faire. Donc, est-ce que c'est quelque chose de vraiment longue durée comme la marche norvégienne ou le Iceman, ou est-ce que là, l'endurance est vraiment à privilégier, ou c'est quelque chose vraiment de très, très courte durée, puis il faut vraiment, vraiment être puissant. Donc, c'est important de regarder ça. On a parlé des pourcentages de VAM un petit peu tantôt quand je vous ai montré le tableau. Donc, l'effet sur l'endurance, on parle d'entraînement entre 85 et 95 sur le VO2 max, entre 90 et 105 puis sur la capacité anaérobie, donc 105 et 110 donc sur des temps beaucoup plus courts que les deux précédemment. Mais est-ce que c'est important de diversifier ses entraînements, même si notre objectif, par exemple, n'est pas nécessairement un objectif de capacité anaérobie? Bien, la réponse est oui. Tout d'abord parce que, justement, ça permet de diversifier ses entraînements, c'est moins plate, c'est moins monotone. Puis, si je donne une comparaison que Guy Thibault fait dans son livre, c'est qu'il compare les entraînements à un portefeuille en économie. Donc, par exemple, s'entraîner à 100% de la vanne, ce serait comme mettre une petite somme dans un compte avec beaucoup d'intérêt, puis des entraînements à 75% de la vanne, donc c'est une grosse somme, mais avec pas beaucoup d'intérêt. Donc, dans les deux cas, les comptes, il y a à peu près une somme d'argent équivalente. Donc, même chose pour l'entraînement. Donc, si on s'entraîne en endurance, en capacité anaérobie, il y a développement des qualités physiques. C'est juste que c'est différent un tout petit peu. Plus on avance dans le temps près de la séance, plus on devrait se rapprocher à des intensités qui ressemblent à l'épreuve, mais dans un parcours à plus long terme, c'est important de toucher à tout. Il faut s'enlever de la tête aussi le thinking de j'ai pas payé, je me suis pas entraîné. Donc, tout le temps y aller à l'autre, c'est à proscrire. Donc, ça comporte deux défauts. Donc, il y a un mauvais rapport amélioration-effort. Donc, si je compare à ça un tour de base, relax versus all-out. Si vous y allez tout le temps dans ce style-là, donc tout le temps le tour de base all-out, donc oui, il va y avoir des améliorations, mais à long terme, il va tellement avoir une fatigue créée, une perte d'énergie que vous allez tomber dans un phénomène de manque de récupération, donc vous allez éventuellement crasher. Donc, c'est important d'intégrer des séances un petit peu plus relax à travers tout ça. Donc, jamais penser que si vous n'avez pas payé, si vous n'étiez pas au seuil de la mort, entre guillemets, vous n'êtes pas entraîné. Notre objectif est défini. On a choisi nos intensités à travailler durant notre périodisation. Donc, il faut maintenant penser à quelle fréquence et quel devrait être le volume de mes séances. Mais en fait, ça découle des principes d'entraînement qu'on a vus au début. D'abord, l'individualité. Donc, il faut être attentif à son corps. OK? C'est directement relié à notre niveau de conditionnement physique. Donc, si on a plus de difficultés à récupérer d'une séance, ben, il va nous falloir un petit peu plus de récupération entre chacune des séances. Donc, des séances beaucoup moins collées. Par la suite, la progression. Donc, au début, ne pas commencer avec un volume trop élevé. J'en ai parlé tantôt. Donc, on va éviter les blessures. On va éviter la fatigue. Donc, c'est important d'y aller progressivement
au niveau de la fréquence et des volumes. Donc, au début, on peut commencer avec 2 séances par semaine, puis augmenter graduellement la fréquence dans notre entraînement, un coup que notre corps va bien récupérer et qu'on va être capable d'en prendre. Et évidemment, la récupération qui est directement reliée avec les deux autres aussi. Donc, ce qu'après un effort, une période de repos est nécessaire pour provoquer l'ensemble des adaptations créées par la surcharge. Donc, ça permet d'atteindre un niveau supérieur. Puis, ce phénomène se nomme la surcompensation que je vais expliquer dans le diapo suivant. Je vais vous expliquer le schéma de la surcompensation. Donc, voyez au point A, vous avez la ligne noire qui est le niveau actuel de conditions physiques. Donc, ici, on a le point où le premier entraînement se crée. Donc, il y a une fatigue qui est engendrée suite à l'entraînement. Donc, on arrive au pic en bas ici, on est sauté, on n'a plus d'énergie. Donc, on profite de la période de récupération pour reprendre notre énergie, puis finalement créer les adaptations, donc le phénomène de surcompensation, donc pour qu'on se soit amélioré. Donc, idéalement, c'est de trouver que le prochain entraînement se situe au-dessus de la courbe ici pour éventuellement continuer à progresser. Donc, le deuxième entraînement serait là, je continuerai à descendre. Par contre, la courbe, elle descendrait un petit peu moins bas cette fois-ci. Je prendrai le temps de récupérer, puis remonter, donc aller chercher mon point de surcompensation un petit peu plus haut. C'est sûr qu'un deuxième entraînement aurait pu, par exemple, se placer juste ici. Par contre, ce qui est important, c'est que de ne pas trop régresser puis de tomber dans une période où on n'est pas capable de récupérer. Donc, par exemple, que le deuxième entraînement serait ici, on est fatigué, on descend ça peut-être un petit peu plus bas, mais à ce moment-là, c'est que la période de récupération, ce qui serait important, c'est qu'elle soit beaucoup plus longue. Question d'aller chercher, d'aller au-dessus du nouveau niveau. Question de créer des adaptations, d'avoir le repos suffisant pour créer les adaptations. Pour la fréquence et les volumes des séances dans notre périodisation, bien, on en a parlé dans la diapo précédente, donc il faut éviter d'enchaîner les séances de haute intensité, récupérer suffisamment, question de créer les adaptations, et voir si on veut faire des entraînements en qualité versus en quantité. Donc, l'entraînement en qualité, c'est quoi? C'est apprendre à maintenir l'intensité plus longtemps. Donc, on allonge les fractions d'effort, mais on réduit le nombre de répétitions. Ou encore en quantité, donc ça permet de développer les qualités physiques importantes comme le VO2 max. Donc, on fait beaucoup de répétitions à intensité très élevée, mais temps d'effort beaucoup plus court. C'est important de privilégier l'entraînement en qualité à l'approche de la compétition. Donc, pour apprendre justement à maintenir l'intensité plus longtemps. Donc, il y a beaucoup moins de répétitions. Le repos est un petit peu plus élevé, donc beaucoup plus adéquat à l'approche d'une compétition versus la quantité qui devrait être utilisée en début de périodisation. C'est important aussi en début de périodisation d'incorporer de l'entraînement général, comme de la musculation par exemple. Puis, éventuellement, à force que ça avance, l'entraînement spécifique prend le dessus. Donc, au début, mettre de la musculation, un peu de course à pied et inverser les rôles à l'approche de la compétition. Dans le schéma ici, la périodisation linéaire, donc on a le volume en pointillé, puis l'intensité en ligne pleine. Donc, on voit qu'au début, l'intensité est beaucoup plus basse, mais augmente à l'approche de la compétition. Tout le contraire pour ce qui est du volume. Donc, on diminue le volume à l'approche de la compétition, question d'être capable de bien récupérer et être à l'apogée de sa forme à l'approche de la compétition. Si on regarde maintenant les étapes d'une périodisation d'entraînement, donc on a évidemment au début la séance, par la suite le microcycle, qui est une planification hebdomadaire, le mésocycle, qui est la même chose mais pour un mois, et finalement le macrocycle. Dans la diapo suivante, je vais vous montrer les choses à faire et à ne pas faire, les choses à regarder pour chacune des étapes d'une périodisation. Donc, si on regarde les alternatives pour la séance, donc les types d'entraînement qui peuvent être faits, donc j'ai sorti peut-être les 3 principaux qui sont utilisés. Donc, d'abord, on a le continu lent, qui est peut-être trop utilisé au détriment des 2 autres. Donc, les avantages, donc c'est facile, peu d'efforts, puis c'est idéal pour la récupération active. Donc, faire un petit peu d'endurance à travers tout ça sans nécessairement mettre trop d'intensité.
Les inconvénients, quand on en fait trop, ben, c'est juste que les effets sur le développement des aptitudes cardiovasculaires sont faibles si on ne fait que du continu lent. Le deuxième, l'entraînement par intervalle, donc qui est beaucoup plus bénéfique. Donc, ça permet de s'exercer à des intensités cibles en fractionnant le temps d'effort. Donc, c'est stimulant puisqu'il y a des périodes d'effort et de repos. Développe et entretient l'aptitude à répéter des efforts très intenses. Permet d'apprendre à trouver facilement l'intensité à adopter tout au long d'une compétition. Donc, un peu plus apprendre à se pacer. Met en jeu les processus énergétiques qu'il faut développer pour s'améliorer. Par contre, dans les inconvénients, ben, ça peut devenir monotone à la longue de que faire des entraînements par intervalle. Puis, malheureusement, il y a un risque de blessure plus élevé pour ceux qui ne suivent pas une progression adéquate. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ça intelligemment au début. Si vous avez à l'idée une séance, ben, sachez qu'il n'y a pas tous les gens qui sont à votre niveau, par exemple. Donc, pensez à ce qu'il y a des gens qui ont peut-être un niveau un peu plus faible. Donc, pensez à changer le temps d'effort ou le temps de récupération pour ces personnes-là. Puis, il y a le continu rapide. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça fait beaucoup de volume en peu de temps, donc le fameux tour de base all-out. Puis, ça améliore l'aptitude à tenir une intensité inconfortable. Par contre, ça ne surcharge pas forcément chacun des déterminants de la performance ciblée. Donc, voilà, c'était les 3 types d'entraînement, par exemple, que vous pouvez faire dans une séance. Pour vous donner des idées d'entraînement par intervalle, je vous présente la charte à Guy Thibault qui est tirée de son livre Entraînement cardio, sport, endurance et performance. Je vous explique le schéma. Donc, ici, vous avez le nombre de répétitions, puis dans la ligne du bas, vous avez la durée de fraction d'effort. Donc, vous avez fait votre thinking par rapport à quelle intensité travailler suite à votre objectif. Donc, par exemple, ici, vous avez choisi 95%. Puis, vous avez eu le thinking par rapport à ce que je travaille en quantité ou un peu plus en qualité. Donc, vous avez choisi, par exemple, quantité. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de répétitions. Les fractions d'effort vont être beaucoup plus courtes. Fait qu'on va prendre, par exemple, le 24 répétitions. Vous avez choisi 24 répétitions à 95. On regarde par la suite l'encadré juste ici. Donc, vous avez vos repos qui devraient être attribués à votre volume total. 24 répétitions fait en sorte que vous devriez faire 4 séries. Donc, 4 séries de 6 répétitions donnent le volume total de 24. Entre les répétitions, vous devriez prendre 1 minute. Puis, entre les séries, vous devriez prendre 3 minutes. On s'entend qu'un 24 répétitions, c'est beaucoup de volume pour en partant. Ça serait un volume un petit peu plus pour les habitués. Prendre en considération la note qui est en bas ici, c'est que les séances de cette charte représentent des entraînements à intensité élevée. Pour faire des entraînements modérés, il faudrait faire 80% des répétitions, par exemple, de l'entraînement que je viens de suggérer, ou 60% pour des entraînements faciles. Donc, l'importance réside dans la modulation des intensités de ces entraînements. Donc, c'est un entraînement parmi tant d'autres. Vous voyez, il y a plusieurs points, mais vous pouvez lire au-delà de ces points-là, choisir par exemple l'entraînement qui est ici, l'entraînement qui est plus en haut, peu importe. Mais sachez qu'avec la grille, ça vous donne plusieurs idées d'entraînement. Puis aussi, une autre chose que vous pouvez moduler, c'est les temps de récupération. Donc, il y a beaucoup d'intervalles que vous pouvez bâtir à partir de cette charte-là. Si on regarde maintenant l'exemple d'une semaine type d'entraînement, à quoi ça pourrait ressembler au niveau de la course à pied, ici, on a un exemple de 2 entraînements par intervalle par semaine, mardi et jeudi. Le mardi, entraînement un petit peu plus en quantité, plus d'intensité, plus de répétitions, mais les segments d'effort sont très courts. Et totalement l'inverse pour le jeudi, moins de répétitions, moins d'intensité, mais les segments d'effort sont un petit peu plus longs. On met une journée de récupération entre les deux puisqu'il faut éviter d'avoir des journées en intensité trop rapprochées. Puis le samedi et les dimanches, on voit du continu court ou long où l'intensité n'est pas l'objectif, mais plutôt le volume pour créer les adaptations nécessaires au niveau des membres inférieurs, question de tolérer un certain volume. Dans le graphique, le tableau plus bas, qu'est-ce qu'on voit? C'est le volume typique pour un 5 ou 10 km. Dans la colonne ici, c'est plus pour les débutants.
Puis, dans la colonne le plus loin, on voit plus pour un 10 km niveau avancé. Donc, au volume le plus petit, donc TP pour très petit, ça devrait ressembler à un volume total hebdomadaire de 22 km pour quelqu'un de niveau début intermédiaire. Pour un volume petit, dans une périodisation mensuelle un petit peu plus à long terme, on devrait monter ça à 24, moyen 26, grand 28 et pas excéder un 30 km au total. AFF signifie l'affûtage, donc c'est la période pré-compétition où on ne devrait pas excéder 12 km. Donc, plus on avance dans le tableau vers la droite, plus ça devrait ressembler à un 10 km ou tout dépendant de votre niveau de course à pied. Donc, c'est tiré du livre Le guide d'entraînement et nutrition de Richard Chouinard et Nathalie Lacombe. On enchaîne avec la suite des choses, donc la planification mensuelle. On voit dans l'exemple ici que le mardi, jeudi, on a gardé les entraînements par intervalle et le samedi en dimanche, les entraînements en continu. À travers les semaines ici, on voit que le volume total diminue de semaine en semaine puisque la compétition est à la semaine 4. Donc, on se rappelle, le volume diminue, mais l'intensité se rapproche à celle de la compétition. Si on y va le plus at large possible par rapport à notre planification annuelle, à quoi ça devrait ressembler? Donc, on a 3 étapes de progression, une d'intensité et finalement l'affûtage. Donc, la première période de progression d'une durée de 4 semaines, donc c'est l'amorce. On recommence à s'entraîner. Donc, on incorpore de la musculation, préparation physique. On peut mettre un petit peu de course à travers ça pour bien se préparer. Progression numéro 2, on embarque un petit peu plus de volume de course. On garde encore la préparation physique à l'intérieur de ça. Donc, on augmente le travail en quantité, on met de l'intensité un tout petit peu. Progression 3, on augmente l'intensité par rapport à la phase précédente, toujours d'une durée de 4 semaines. On maintient le volume qu'on avait mis pour la course à pied précédemment. On augmente l'intensité comme j'ai mentionné, puis on continue à travailler en quantité. L'autre épreuve, donc on tombe en intensité, une durée un petit peu plus courte de 3 semaines environ. On diminue le volume, mais on augmente l'intensité. Donc, on se souvient de la progression linéaire que j'ai expliquée tout à l'heure. Donc, diminution du volume, augmentation de l'intensité. On commence à travailler un petit peu plus en qualité, donc des segments d'effort beaucoup plus longs, et on travaille spécifiquement par rapport à notre objectif. Puis, finalement, vient la période d'affûtage qui est de 7 à 14 jours, donc 1 à 2 semaines avant la compétition. On diminue drastiquement le volume de 50 %. On continue notre travail en qualité. On augmente le temps de récupération et on maintient la fréquence de nos aides d'entraînement hebdomadaires. Bien important, la journée de la compétition, sommeil et nutrition, question d'être à notre apogée. Puis, par la suite, on se donne 1 à 3 semaines de transition récupérée. On peut faire un petit peu de course, par exemple, mais toujours dans l'objectif de peu d'intensité, juste dégourdir les jambes un peu, garder ça un peu plus récréatif, en fait. Si on met ce que je viens d'expliquer dans un calendrier, à quoi ça devrait ressembler? Bien, de juillet à septembre, par exemple, on a notre phase de préparation où les 3 progressions et la phase d'intensité sont dans ces mois-là. On a notre affûtage, par exemple, dans les premières semaines d'octobre pour finalement arriver à la compétition à la fin octobre du Marathon de Québec ici, par exemple. On se garde 1 à 3 semaines de transition. Puis, si on a un autre objectif plus tard, on recommence les phases de préparation, tout dépendant du temps qu'on a, et on répète. Bien important de jouer avec les volumes en fonction des compétitions. Donc, je vous rappelle, on diminue le volume à l'approche de la compétition. Par contre, l'intensité, elle augmente. Rapidement, je vous montre l'exemple de 2 athlètes. Donc, ce sont des contre-exemples, bien évidemment, mais malheureusement, qu'on voit trop souvent dans les forces. Donc, on a notre pote Jean Fétrault et l'autre pote Paul L'exemple. Donc, si notre ami Paul Exemple, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est au courant que la compétition Iceman, mais il décide de se préparer qu'en janvier. Donc, ça il fait seulement qu'1 mois de préparation. Sa motivation est plus ou moins là, donc son volume est quand même assez faible. Puis, le mois suivant arrive la compétition où ce que le volume est très, très, très élevé. Puis, il n'était pas prêt à ça, puis malheureusement, se blesse.
On s'entend, c'est un exemple à éviter. Puis, on a Jean Fétrault, qui est tout le contraire de Paul Exemple. Lui, il se prépare d'avance. Par contre, c'est qu'il a juste un pace, puis c'est dans le fond. Puis, il s'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du lundi au dimanche, avec 2 séances d'intervalle par semaine, il arrête tout simplement pas de la semaine 1 à la semaine 48. Donc, on s'entend que c'est pas non plus un exemple à suivre. Comme j'ai mentionné dans les diapos précédentes, très important d'avoir des phases de récupération, puis des semaines où ce que le volume doit diminuer beaucoup. Maintenant, dernière thématique de la présentation, la gestion d'une séance de course à pied. On va voir les étapes d'une séance de course à pied, donc ça inclut l'échauffement puis le retour au calme. Puis, je vais vous donner des tips sur la gestion d'un groupe afin de minimiser le risque de blessure, peu importe selon l'intensité ou le volume que vous choisissez. Premièrement, l'échauffement, élément souvent négligé, mais qui est très, très, très important. Sûrement que vous avez tous déjà vu ça, vous en avez entendu parler, mais par expérience que l'on voit dans les cours de chef, lors de la partie pratique de l'étape du conditionnement physique, ben, il y a souvent un manquement, même si on vous explique la théorie d'abord. Fait que je trouve que c'est quand même important de revenir là-dessus. Fait que le but de l'échauffement, c'est d'accroître la mobilité, améliorer le débit sanguin, les réactions du système nerveux, réduire le risque de blessure évidemment et améliorer le rendement. Donc, quelqu'un qui part à froid versus quelqu'un qui est bien échauffé, la personne bien échauffée va fort probablement avoir le meilleur rendement. Les éléments clés d'un échauffement, c'est un échauffement général, puis un échauffement spécifique. Donc, ici, on va voir spécifiquement à la course à pied à quoi ça devrait ressembler, mais dans les quelques semaines, on va voir pour la musculation. Donc, grosso modo, souvent, on commence avec une activité aérobie légère, on y va d'activités dynamiques spécifiques pour ensuite enchaîner avec des mouvements spécifiques, vraiment aller sur quoi on s'en va durant la séance. Je vous présente un exemple d'échauffement en course à pied. C'est ce que je suggère souvent avant mes séances. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas la seule et unique manière de s'échauffer. Il y a plusieurs autres méthodes, mais l'important, c'est de garder le principe de commencer avec une activité aérobie légère, y aller de mouvements dynamiques spécifiques, puis éventuellement aller chercher l'intensité de la séance qu'on veut faire. Fait que, par exemple, ici, on commence avec la marche et on incorpore des circuits chevilles, fait éversion à inversion du pied, puis un déroulement de pied, talon, pointe des pieds, faire quelques répétitions à ce niveau-là. Par la suite, on embarque avec des mouvements dynamiques au niveau de la jambe, un mouvement balistique, faire quelques répétitions. Ça peut être également, c'est ce que je fais faire, des genoux hauts et des talons-fesses, mais à basse intensité, juste aller chercher une amplitude de mouvement. Par la suite, il y a les exercices, par exemple, de skip A et skip B. Pour la présentation, je ne peux pas montrer de vidéo, mais je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est des mouvements dynamiques spécifiques qui peuvent être intégrés, qui sont quand même assez complets et intéressants. Après ça, on enchaîne avec les genoux hauts, talons fesses, mais un petit peu plus dynamique cette fois-ci. On peut y aller avec des petits pas rapides en déplacement. Puis, lorsque la séquence est faite, on enchaîne avec un léger jog pour 5 à 10 minutes. On complète par la suite si on est dans un entraînement par intervalle avec des accélérations progressives jusqu'à l'intensité de l'entraînement. Donc, par exemple, 3 fois 20 secondes. Pour ce qui est de l'intensité et du volume, lorsque vous faites un entraînement avec un groupe, ça peut être assez difficile d'avoir la vanne de tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui va avoir probablement fait le test de 5 minutes, puis c'est assez difficile à administrer un gros groupe en même temps. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser les zones d'entraînement qui sont montrées dans le tableau ici à droite, qui fonctionnent beaucoup avec l'échelle de perception de l'effort. Puis par la suite, bâtir un entraînement en temps plutôt qu'en distance. OK? Donc, on va faire des segments d'effort de 15 secondes, 45 secondes de repos au lieu de dire qu'on va courir tant de mètres avec un repos de tant de mètres. Donc, c'est plus facile à administrer dans un grand groupe. Puis chacun individuellement a sa montre, puis pas besoin d'avoir non plus un terrain balisé pour aller courir. Si je prends l'exemple dans l'encadré en bas à droite, donc
10 minutes dans zone 2 qui constitue l'échauffement. Bien évidemment, vous avez fait l'activité aérobie légère au début avec les circuits chevilles, les mouvements balistiques. Puis par la suite, on embarque dans le corps de la séance. Donc, 2 séries de 8 répétitions, 15 secondes en zone 4, 45 secondes en zone 2, avec un 3 minutes de marche ou zone 1 entre les séries. Donc, à travers les niveaux de votre groupe, vous pouvez jouer avec ces paramètres-là, question d'aller chercher tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez diminuer les fractions d'effort à haute intensité pour les groupes plus faibles. Donc, ici, c'est 15 secondes, c'est quand même pas si mal. Mais si, par exemple, vous aviez décidé de faire des 30 secondes, bien justement, diminuer à 15 secondes pour les groupes un petit peu plus faibles. Suggérer la marche ou le repos complet lors des phases de récupération. Fait que la personne, au lieu de jogger pour 45 secondes en zone 2, ben, lui suggérer la marche à ce moment-là. Okay? Ça va être plus facile pour elle de récupérer, puis elle ne sera pas à côté, puis elle va pouvoir quand même suivre le groupe. Puis, à la fin de l'exemple, retour à l'unité pour le cooldown, 5 à 10 minutes, zone 2 à 1. Important pour avoir une bonne gestion de groupe, pour minimiser les risques de blessures, c'est que chacun doit courir à son rythme en faisant les modifications à l'entraînement que vous avez fait, soit en diminuant les segments d'effort ou en changeant les options pour la récupération. Vous pouvez diviser le groupe en 2 ou 3 selon les niveaux. Ça va être plus challengeant entre vous et les personnes qui sont dans un groupe le plus faible vont être moins découragées. Je vous suggère également de courir dans un circuit fermé afin que tout le groupe reste ensemble. Ça permet aux coureurs plus rapides de revenir sur leur pas lors des phases de récupération, question d'aller chercher les groupes un petit peu plus faibles. Fait que ça permet de rester en groupe, beaucoup plus fun comme ça, puis en même temps, tout le monde est à son niveau d'intensité. Puis, on a le retour au calme qui est souvent négligé. Souvent, le retour au calme consiste à je marche jusqu'à mon char, puis je retourne à l'unité. Donc, c'est important aussi de prendre le temps de faire un retour au calme adéquat. Fait que même principe d'escalier tout à l'heure. Fait on y va avec des activités aérobie légères. Pour ceux plus avancés, ça peut être du jogging. Pour les autres, ça peut être tout simplement de la marche. Après ça, activité axée sur l'amplitude de mouvement. Ça peut être du foam roller, des légers étirements tenus sur de courtes durées pour éventuellement un retour à l'état de repos, a.k.a. retourner à son char puis à l'unité. Fait activité aérobie légère, donc échelle de perception de l'effort moins de 5 sur 10. Fait que tout dépendant du niveau, comme j'ai dit, ça peut être de la marche ou de la course. Amplitude de mouvement, on maintient les positions 10 à 20 secondes. Puis, utilisation de rouleau de massage si vous en avez. Donc, récupération musculaire facilite l'élimination des déchets. Et retour à l'état de repos si vous lidiez la séance. Donc, demander des petites rétroactions par rapport à ça. Cela complète mon atelier sur la course à pied. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Voici mes sources qui m'ont inspiré pour cet atelier-là. J'ai également du matériel qui a été fait par mes collègues qui m'ont grandement aidé. Donc, Thomas Giguère, Joanie Bouchard, merci pour votre collaboration. Donc, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne fin de journée.